Aujourd'hui, on revient sur l'année 2022 avec la vidéolette de Médici. On revient sur les rendements obtenus durant l'année et on parle évidemment de Facebook. Alors bonjour chères clientes et chers clients. Aujourd'hui, on revient sur l'année 2022 avec notre vidéolettre qui s'intitule « Sur des assises solides malgré un recul en bourse ». Alors, on commence sans plus tarder avec un retour sur les rendements obtenus durant l'année. Donc, nos clients investis à 100% en actions pour l'année ont obtenu un rendement moyen. Donc, vraiment, l'ensemble des clients, là, on calcule la moyenne. Ce sont tous des clients qui ont la même stratégie, les mêmes titres en portefeuille. Des fois, il peut y avoir quelques petites variations, mais rien de majeur. Ont obtenu en moyenne un rendement de moins 13,1%. Donc, clairement, c'est une année difficile. C'est une année aussi de sous-performance, le barème comparable qui est composé à 50% de la bourse canadienne et à 50% de la bourse américaine ramenée en dollars canadiens a performé à un niveau de moins 9,1%. Donc, c'est un écart de performance négatif de 4%. Bon, évidemment, chez Médici, vous le savez, on s'intéresse au long terme et on n'hésitera pas, quand c'est nécessaire, à sacrifier le court terme justement pour avoir des bons rendements à long terme. Si vous regardez sur un horizon de 5 ans, un horizon de 14 ans depuis la fondation de la firme, la valeur ajoutée est intéressante. On parle sur 5 ans, 2,9% par année supérieur au barème et sur 14 ans, 4% au-dessus. Rappelons que ces rendements-là sont après déduction des frais de gestion. Comme on l'a dit, c'est la moyenne des rendements obtenus par nos clients. Il y a évidemment des clients qui se joignent à nous en cours d'année. Il y a des clients qui ajoutent ou retirent beaucoup d'argent en cours d'année. Ça peut influencer le rendement que vous avez obtenu pour votre portefeuille. Mentionnons également qu'un portefeuille équilibré, donc 50% en actions et 50% en revenus fixes obligations, a eu une performance en 2022 chez Médici de moins 8,8%, alors que le barème comparable est de moins 10,5%. Alors, on a obtenu une bonne performance, une performance supérieure au barème en ce qui concerne la gestion des titres à revenus fixes. Un élément important à considérer dans notre sous-performance cette année est le fait que nous n'investissons pas. Nous avons tendance à ne pas investir dans le secteur des ressources, des matériaux et de l'énergie, spécialement l'énergie. Le pétrole, cette année, a très bien fait. Bon, malheureusement, vous le savez, il y a eu une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre-là a un effet significatif sur la valeur du baril de pétrole qui a monté. Rappelons-nous qu'il y a 2 ans, le baril de pétrole était à 0 au moment de la pandémie. Donc, c'est le prix d'une ressource qui varie énormément. Les dirigeants de ces entreprises-là pétrolières, finalement, ils n'ont pas un apport aussi important dans les résultats de ces entreprises-là pétrolières que vraiment la variation du prix de la ressource. Alors, pour nous, c'est des industries qui sont extrêmement difficiles à prévoir et à long terme, on préfère s'en passer. Et visiblement, vous regardez les 10 dernières années, le fonds négocié en bourse d'énergie canadien, vous regardez les iShares, ce sont des fonds qui ont performé de façon très peu intéressante. Là, on parle de 2,5% de rendement annualisé sur les 10 dernières années. Donc, à long terme, c'est des secteurs imprévisibles et qui n'ont pas tendance à offrir des rendements si élevés que ça. Donc, on préfère s'en tenir loin. C'est sûr que dans des années où le baril de pétrole augmente, comme cette année, ça nous pénalise, puis on évalue la pénalité à peu près 6,3% de rendement. Autrement dit, si on avait eu des titres énergétiques dans la même proportion que le barème, notre rendement aurait été environ de moins 7%, à peu près, moins 6,8%. On ne s'en excuse pas de ne pas être dans l'énergie, puis à long terme, c'est la bonne décision de ne pas y être. Puis vous remarquez que chez Médici, on ne suit pas les modes. Okay? S'il y a un secteur qu'on n'aime pas, une mode, on a eu les crypto-monnaies, le cannabis, tout ça dans les dernières années, on n'embarque pas là-dedans. Et ça peut faire en sorte que des fois, on va sous-performer parce qu'on n'embarque pas justement dans ces modes-là. Évidemment, quelques points de pourcentage, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour les gens à la maison. On investit des dollars, pas des pourcentages. Depuis la fondation de Médici, donc quelqu'un qui aurait commencé avec 1 million de dollars, aujourd'hui se retrouverait avec pratiquement 7 millions de dollars. S'il avait, au lieu de confier ses avoirs à Médici, s'il avait investi dans notre barème comparable, son avoir serait de 4,25 millions. Donc, vous voyez, même avec une année difficile où on sous-performe, la valeur ajoutée à très long terme demeure considérable. Avant de tomber au cœur du contenu de notre lettre, je pense qu'il vaut de rappeler les principes de Médici. Hein. C'est un peu la promesse qu'on offre à nos clients. Puis il y a 3 valeurs de base chez Médici. La première, c'est la transparence. Donc, on veut vous traiter de la même façon qu'on aimerait être traité si on était client
chez Médici. Donc, des frais cachés, il n'y en a pas. On cherche à être transparent le plus possible. On est à la fois le conseiller de votre situation financière et le gestionnaire des placements. Ce qui fait que si vous avez une question sur une entreprise, sur un titre en portefeuille, tout le monde est apte à bien y répondre dans l'équipe. Évidemment, on essaie d'avoir des communications franches et régulières, puis des communications de qualité aussi, parce que franchement, des fois, on lit des publications dans l'industrie, puis on trouve que ce n'est pas vraiment appliqué à votre portefeuille. Donc, dans nos lettres, dans nos vidéos, on essaie de parler de choses qui concernent votre portefeuille, qui concernent vos investissements. Le deuxième point, c'est la responsabilité ou, bon, on aime dire imputabilité. Comme un chef cuisinier, on mange notre propre cuisine. Donc, nos gestionnaires, les gens chez Médici, on possède les titres qu'on achète pour votre portefeuille. Ce qui veut dire que si on a des ratés, bien, on les partage les pertes, on les vit les pertes en même temps que vous. Puis si on a des bons coups, bien, sachez que nous aussi, on en profite. Donc, nos destinées sont alignées, puis on pense que ça fait de nous des meilleurs investisseurs. On est tenté à chercher beaucoup sur nos entreprises, à bien les connaître. Puis, ben, c'est sûr qu'une partie de la motivation vient du fait qu'on est nous-mêmes actionnaires, nous-mêmes propriétaires de ces entreprises-là. Et enfin, ben, l'approche personnalisée. Vous savez, on a toujours des anecdotes de gens qui appellent, qui sont clients d'une grande institution, qui appellent pour une petite demande, une contribution au REER, une contribution au CELI, puis qui doivent perdre 1h30 de temps au téléphone pour obtenir ce qu'ils veulent. Chez Médici, on cherche vraiment à vous servir rapidement et efficacement à vos demandes. Si vous avez des questions sur votre portefeuille, on souhaite que vous soyez en mesure de parler rapidement à un gestionnaire, pas passer par 8 chemins pour arriver à votre fin. Puis ben, c'est la même mentalité quand on vous rencontre individuellement pour vous servir, ben, c'est de vraiment avoir une approche personnalisée pour vous. Évidemment, on a des principes, on les met de l'avant, mais on demande à nos clients de respecter certaines choses. Puis on ne va pas passer 30 minutes là-dessus, mais les clients, les gens qui font affaire avec nous, qui prennent le temps de lire nos publications, de consulter nos vidéos, en général, ils appréhendent moins les marchés quand il y a de la turbulence, comme en 2022. Donc, si vous mettez quelques efforts à comprendre notre stratégie, vous allez mieux passer au fil des ans, vous allez moins appréhender la bourse. Évidemment, votre transparence est requise. Si on veut bien vous servir, encore faut-il que vous nous donniez un portrait complet de votre situation financière. Votre patience est requise. On sous-performe à peu près 1 année sur 3 ou 1 année sur 4. On fait moins bien que l'indice 1 année sur 3. Puis ça fait plus d'une décennie qu'on existe, donc on commence à connaître la chanson. On l'a dit tantôt, on ne participe pas au mode. Des fois, on va être pénalisé, mais notre but, c'est de créer de la valeur à long terme. Ce n'est pas de surperformer sur toutes les périodes de 3 mois. Donc, c'est important de s'en souvenir. Médici ne prévoit pas les crises. On ne cherche pas à les prévoir. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on prend pour acquis que demain matin, il y en aura une crise. Donc, s'il y en a une demain matin, est-ce qu'on est à l'aise avec les sociétés qu'on détient en portefeuille? Est-ce qu'on est à l'aise avec les titres à revenus fixes qu'on détient? Parce que des crises, il va en avoir. Et la seule certitude, c'est qu'à tous les quelques années, il y a une crise. Il faut être prêt, peu importe le moment. Puis, ben, le point culminant de ces différents points-là, c'est comme vous savez, si on est taxé à long terme, on vous demande de nous évaluer sur une base à long terme. Si vous nous évaluez sur 3 mois, on ne s'entendra pas. Donc, ceci étant dit, parlons du portefeuille d'actions cette année. Alors, de façon globale, on a entre 15 et 20 titres. Je n'ai pas le compte exact en tête. Il y a 5 titres en 2022 qui ont eu une performance de moins 25%, voire pire. Il y a même un titre qui a fait pire que 50%. Il y a 2 titres qui ont apporté un rendement de 20% ou plus. Et en moyenne, on estime, puis là on parle de la variation en bourse, en termes de valeur intrinsèque, en termes de nous, selon nos évaluations, combien on estime que nos entreprises ont pris de valeur. On estime que ça a progressé d'à peu près 4% cette année, ce qui est en dessous de ce qu'on souhaite. À long terme, là, un bon 10 à 12%, peut-être plus 10%, ça nous rendrait satisfaits. Faut comprendre que l'impact de la hausse des taux d'intérêt, et on y reviendra plus tard, est significatif. Là, si n'eût été de cette hausse des taux d'intérêt-là, probablement que la croissance aurait été plus autour de 9%, ce qui est près de notre 10%, notre objectif. Et il ne faut pas oublier que l'année précédente, en 2021, notre estimé, c'était qu'on avait eu une progression de 26%. Donc, sur un horizon de 2 ans, c'est à peu près 15% annualisé là, de progression. Donc, il faut le voir de cette façon-là aussi. Il ne faut pas juste le voir sur une année. Bon, la hausse des taux d'intérêt. Puis là, on vous a mis une citation importante. Les hausses de taux compressent l'épargne et limitent la capacité d'emprunt. Par conséquent, vu que les taux d'intérêt sont en hausse, les titres peu risqués comme les obligations du Canada offrent un meilleur rendement, il faut nous-mêmes, dans notre estimation de la valeur des entreprises, il faut exiger un rendement plus important sur les profits futurs de l'entreprise. Ce qui fait en sorte que quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur de nos entreprises
Elle continue de croître si l'entreprise va bien, mais la valeur qu'on accorde à ces bénéfices-là dans le futur diminue parce que le taux de rendement qu'on utilise pour savoir combien on paie ces profits-là augmente. C'est un peu complexe, j'en conviens, mais je pense que c'est la meilleure manière de l'expliquer pour que tout le monde à la maison, vous nous suiviez. Bon, c'est sûr que ça limite la progression de valeur intrinsèque des entreprises. C'est un des effets, les hausses de taux cette année, c'est une des choses qui font que les rendements ont été moins bons, mais il faut aussi le voir comme une occasion. Devant des hausses de taux d'intérêt, il y a des entreprises fortement endettées qui auront des difficultés ou qui frôlent la faillite. C'est le cas de 2 concurrents de sociétés qu'on détient, qu'on a identifiés dans la lettre. C'est une occasion. Les entreprises en position de force, elles vont passer au travers des crises. Et ces entreprises-là sont à même de continuer d'investir, sachant une récession pour eux ne chamboule pas tout leur univers. Ils peuvent continuer d'investir dans ce qu'ils font de bien. Ils peuvent peut-être acheter un concurrent qui est en difficulté. Ils peuvent racheter leurs propres actions. Donc, quand on a des entreprises qui ont un bon bilan, elles sont, et des avantages concurrentiels durables, elles sont en bonne position quand il y a des difficultés économiques pour y prendre avantage à long terme. Évidemment, on doit parler de Meta, anciennement appelé Facebook. C'est un titre important dans notre portefeuille. Le titre a perdu le 2/3 de sa valeur en 2022. Donc, wow, c'est une baisse significative. Nous, au niveau de notre évaluation, si on regarde, en 2022, on estime que sa valeur intrinsèque a diminué de 32%, donc beaucoup moins que la perte de valeur du cours boursier. Et il faut remettre en contexte aussi l'année précédente où Facebook avait eu une forte accélération de ses activités. En 2021, on estimait que l'entreprise valait quelques 60% de plus. Donc, encore une fois, sur 2 ans d'entreprise, sa valeur a été à peu près stable. Rien de dramatique. Et rappelons que Meta a un effet réseau franchement important. 3 milliards d'utilisateurs quotidiens sur l'ensemble de ces plateformes, des millions d'annonceurs. Et on est utilisateur, pourquoi? Parce que à peu près tout le monde utilise Facebook, Instagram, donc on peut facilement joindre nos contacts de cette manière-là, nos centres d'intérêt, les groupes d'intérêt, peu importe. Et un autre avantage significatif de Meta, c'est sa capacité d'investir. Donc là, ils investissent énormément, des milliards de dollars en intelligence artificielle pour faire en sorte que justement, non seulement le contenu qui vous est proposé, c'est du contenu lié à vos connaissances puis vos champs d'intérêt, mais aussi du contenu qui vient d'un peu partout dans le monde, qui va être sélectionné selon vos propres intérêts et non selon ce que vos collègues ou amis aiment. Il y a très peu de sociétés de médias sociaux qui auront les moyens dans les années à venir à faire ces investissements-là. Pensez à Snapchat, Twitter, etc. C'est des réseaux sociaux qui n'ont malheureusement pas la capacité de réaliser des investissements aussi importants. Certaines personnes nous ont dit, oui, mais Facebook, la plateforme Facebook, là, pas l'entreprise, vraiment le réseau social Facebook, c'est pas en déclin. Bien, on a des signaux que non, c'est pas une croissance débridée, mais au dernier appel conférence, Mark Zuckerberg a clairement affirmé que Facebook, aux États-Unis, le temps moyen passé par utilisateur est en croissance. On sait que le nombre d'utilisateurs demeure en croissance, pas une forte croissance, mais tout de même. On a des indicateurs que TikTok, une concurrente fort importante, le temps passé sur ces plateformes est en stagnation aux États-Unis depuis un bon 9 mois. On a même des sources indépendantes là-dessus. Puis même Zuckerberg, publiquement, a mentionné au cours des 2 derniers mois qu'il y a réellement des gains significatifs de parts de marché qui se font dans la vidéo de courte durée, là, ce qu'ils appellent les Reels. Donc, c'est des vidéos qui clairement concurrencent directement TikTok. Évidemment, les résultats de Facebook en 2022 ont été plus difficiles. Les revenus ont été à peu près stables. Ça se compare à une année précédente où les revenus avaient cru de 45%. Il faut comprendre que quand vous avez une croissance aussi importante, l'année d'avant, le comparable est fort difficile. Et c'est dans un contexte aussi, si vous regardez la profitabilité des plateformes de réseaux sociaux, donc on exclut les investissements dans le metaverse, les plateformes de réseaux sociaux ont vu une baisse de leurs bénéfices de 21%. Donc encore une fois, la baisse des bénéfices est beaucoup plus faible que la perte de valeur du cours boursier. Il y a disons, le cours boursier a réagi très fortement à ce fait-là. Évidemment, les dirigeants de Facebook, comme les dirigeants de bien des entreprises numériques, ont investi massivement, voyant qu'en 2021, il y avait eu beaucoup de croissance puis que la pandémie amenait peut-être un changement permanent. Ils se rendent compte aujourd'hui que ces changements-là ne sont peut-être pas aussi tenaces que prévu et donc ils doivent faire des mises à pied, doivent, disons, mettre de côté certains investissements. Les dirigeants de Facebook nous donnent le signal qu'ils font
qu'ils amènent ces correctifs-là, même si en 2022, on a un problème justement, les coûts progressent très rapidement par rapport aux revenus. La conjoncture économique aussi fait en sorte que les annonceurs sont plus frileux. Il y aura peut-être une récession, on augmente les taux d'intérêt de façon importante, le consommateur est étranglé. Donc tout ça, ça amène une conjoncture plus difficile pour l'entreprise. Et on a entendu beaucoup dans les journaux, puis certaines personnes nous ont questionné sur le fait que Facebook ou Meta mise toute l'entreprise sur le métavers. Mais il faut faire attention, là, pour les 9 premiers mois de l'année 2022, Facebook a engrangé 32 milliards de profits pour ses plateformes de médias sociaux. Et les investissements, les pertes dans le métavers ont été de 9 milliards. Donc, on n'est vraiment pas en train de miser l'entreprise sur le métavers. Oui, ce sont des investissements importants. Oui, on peut sourciller puis pas être convaincu, mais on mise pas la vache et tout son lait là-dessus. Là, loin de là, l'entreprise, même avec les pertes sur le métavers, est très profitable. Dernier point sur Facebook, ce n'est pas le premier virage important que l'entreprise doit piloter. Donc, les investissements en intelligence artificielle pour proposer des vidéos courtes puis faire en sorte que le temps d'attention ne glisse pas trop vers TikTok puis reste sur les plateformes de Meta, c'est pas le premier virage. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, Meta a dû passer de l'ordinateur de table à un modèle publicitaire sur un appareil mobile. Franchement, pas évident. L'appareil mobile, les écrans étaient plus petits dans ce temps-là, la capacité à afficher des publicités était limitée. Donc, ils ont réussi à faire ça avec un grand succès. À un moment donné, Snapchat était très populaire auprès des jeunes. On offrait ce qu'on appelle les stories. En assez peu de temps, Meta a copié les stories et aujourd'hui, c'est franchement un grand succès. Puis même que la plupart des gens pensent que les stories, c'est Facebook qui a inventé ça, c'est pas Snapchat. Mais la vérité, c'est que c'est Snapchat. Le scandale politique de Cambridge Analytica, où des gens disaient qu'ils allaient se désabonner de Facebook, il n'y a pas eu de désabonnement massif. Et ces trois changements, virages-là qui ont dû être pilotés, ont tous été sous la gouverne de Zuckerberg. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même lui donner le bénéfice du doute. Les virages qu'il opère présentement, c'est pas encore tout à fait clair vers où on s'en va, mais ils ont su en opérer plusieurs dans la dernière décennie avec succès. Donc, est-ce qu'on a atteint le niveau de pessimisme maximal sur l'entreprise? On ne le sait pas. Le titre a repris depuis son bas de fin octobre dernier. Mais chose certaine, c'est un titre qui est très, très, très faiblement évalué. Et c'est franchement une aubaine. Si on regarde parmi tout l'univers de titres qu'on suit chez Medici, c'est clairement, très clairement une aubaine dans le portefeuille. Passons aux revenus fixes. Donc, le portefeuille de revenus fixes, on l'a dit, a bien performé par rapport au barème. Évidemment, la hausse des taux d'intérêt fait en sorte que c'est difficile de générer du rendement dans les revenus fixes. La hausse des taux n'a pas un impact égal sur tous les types de titres à revenus fixes. Les obligations qui ont des très longues échéances ont perdu beaucoup de valeur. Si vous prenez l'indice des obligations à longue échéance au Canada, il a perdu 22% cette année. Si vous prenez l'indice des obligations à courte échéance au Canada, il a seulement perdu 4%. Chez Medici, on tend à garder des échéances relativement courtes, ce qui fait que le portefeuille a bien performé. Pourquoi on garde ce court? C'est justement, on veut diminuer la volatilité de cette classe d'actifs-là dans votre portefeuille. Les clients chez nous qui ont des titres à revenus fixes en ont besoin pour suffire à des décaissements, à leur coût de vie, ou pour bien dormir la nuit. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui est relativement stable. Évidemment, si les taux d'intérêt rebaissent, peut-être qu'on sera moins récompensé, mais bon, ça a bien été cette année. Petit commentaire, les obligations corporatives en ce moment rapportent à peu près 4-5% par année sur une échéance raisonnable de quelques années. Mais il ne faut pas oublier que l'inflation en ce moment, l'inflation est de 6-7%. Il y a des impôts à payer sur les rendements obtenus, sur les intérêts obtenus des obligations et il y a des frais de gestion. Alors, pour que les obligations, même si les taux d'intérêt ont monté, pour que les obligations soient intéressantes, on doit espérer que l'inflation va diminuer. Autrement, c'est une classe d'actifs qui ne risque pas de nous enrichir à moyen terme. Et la question qu'on nous a posée le plus souvent cette année, c'est les CPG commencent à offrir des rendements plus intéressants. On voit même du 5% sur quelques années. Doit-on les considérer? Nous, chez Medici, on ne souhaite pas les considérer. Simplement parce que, puis vous le voyez sur l'image, là, une belle pile de dollars cadenassés, les CPG ne sont pas négociables. Il en existe des CPG négociables qu'on peut revendre avant le terme, mais le rendement est vraiment moins intéressant que le 5% dont on parle. Donc, vous achetez un CPG sur quelques années, cet argent-là est en prison, alors que nous, on veut suffire au décaissement de nos clients et donc,
on trouve que ça enlève une flexibilité qu'on n'a pas. Puis il y a toujours des imprévus aussi. Hein? Des fois, quelqu'un peut avoir besoin de son argent à un moment qu'il ne pensait pas en avoir besoin. Donc, embarrer ça dans les CPG, on n'est pas très friand de ça. On préfère acheter, par exemple, des obligations canadiennes qui sont très liquides, qui peuvent être revendues facilement et qui offrent un rendement qui est franchement pas si loin du 5 % en question. Évidemment, dans notre lettre écrite, on fait toujours une revue de tous les titres d'actions que vous possédez en portefeuille. Donc, si vous êtes client, allez lire cette revue-là. On met plusieurs heures, voire quelques jours pour la rédiger. Ça permet de faire un retour justement sur les titres. Ça vous donne un bon bilan de santé de votre portefeuille. On ne fera pas l'ensemble, on ne fera pas le tour des titres dans la vidéo lettre. Donc, c'est vraiment dans la lettre écrite que vous devez regarder ça. Au niveau des développements de Médici, je pense qu'il y a 2 faits saillants qu'il faut souligner cette année. Donc, vous voyez Mégane Robert à votre gauche, il faut que je fasse attention. Donc, Mégane a joint l'équipe de Médici au courant de l'année 2022. Elle a fait d'abord un stage chez nous à l'été et elle a bien aimé, heureusement, elle a bien aimé son séjour chez nous. Elle a aujourd'hui le rôle de coordonnatrice administrative. Elle travaille dans la même équipe, si on peut dire de même, que Christine et Amélie. Donc, elle travaille à ses côtés. Elle est très motivée à prendre soin des clients, à donner le meilleur service possible et elle prévoit terminer son baccalauréat à l'ESG-UQAM en administration en début d'année 2023. Donc, si vous avez l'occasion de lui parler, félicitez-la. Elle est très, très heureuse d'être chez nous et nous de même. Et l'autre nouvelle, c'est Lucas Blouin qui a, avec plusieurs années d'efforts, terminé et réussi son CFA. Donc, on est très fiers de lui. Vous savez, CFA, c'est beaucoup d'études, c'est 3 examens, 300 heures d'études à peu près par examen. Puis Lucas a étudié le CFA dans une période où il y a eu ce qu'on appelle une pandémie, où les examens étaient parfois reportés très loin dans le futur. Alors, on étudie, puis on ne peut pas passer notre examen, puis il faut réétudier encore. Donc, ça a franchement ça met la patience des gens à bout, comme on dit. Donc, malgré tout ça, Lucas a réussi ses examens. Puis, il a même obtenu son titre de gestionnaire de portefeuille chez Médici et auprès des autorités réglementaires. Donc, encore une fois, si vous lui parlez au cours des prochains mois, n'hésitez pas à le féliciter. On est très fiers de lui. Donc, au nom de toute l'équipe de Médici, on vous remercie de votre confiance encore plus cette année avec la situation plus difficile au niveau des rendements. On est centré sur la création de valeur à long terme. On est conscient que l'année a été difficile, mais en même temps, on est optimiste. On regarde les entreprises dans les portefeuilles, puis elles créent de la valeur. On est confiant qu'on va faire des bons rendements à plus long terme avec le genre de portefeuille que vous avez. Donc, si vous avez des questions, en plus de la vidéolette et de la lettre, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Puis, on se parle dans 3 mois. Allez, merci.